Sur ma vidéo concernant la polémique sur la diversité ethnique présente dans la série Les Anneaux de Pouvoir, j'ai lu un commentaire très pertinent que je ne suis malheureusement plus capable de retrouver dans toute cette masse d'engueulades qui soulevait quelque chose d'intéressant. Si la diversité ethnique avait déjà été présente dans la trilogie des Anneaux, personne n'aurait réagi comme aujourd'hui. L'époque que nous vivons aujourd'hui est très différente de celle du début des années 2000. De nos jours, la politique d'identité revient dans presque chaque production grand public, au point que beaucoup de gens commencent à se mettre sur leur garde à chaque nouvelle sortie, et l'exemple de Yasuke dans le prochain jeu Assassin's Creed Shadows en est un parfait cas d'école. NANI ? En vérité, ce que nous vivons est tout à fait normal et fait partie de l'évolution standard d'un pays en développement qui arrive à un niveau de confort tel qu'il va finir par tout remettre en question, y compris la place de l'art dans une société. Aujourd'hui, nous ne savons plus vraiment pourquoi nous regardons des films et des séries. Est-ce pour le divertissement bête et méchant, ou est-ce pour quelque chose de philosophiquement plus profond? Et c'est au milieu de tout ça que nous avons eu la série spin-off de Game of Thrones de 2011, House of the Dragon, créée par Ryan J. Condal et Miguel Sapochnik, supervisée par George R.R. Martin qui adaptera son propre roman Feu et Sang. Comme vous vous en doutez, ce préquel s'est fait prendre en sandwich entre deux époques qui font la transition du monde d'avant et du monde d'après. Et au cas où ce ne serait pas assez clair pour vous, nous avons une façon très simple de le comparer rien qu'avec la première série. En 2022, nous avons eu la confrontation épique de deux divertissements diffusés en même temps, celle-ci et Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Un combat de titans très symbolique sur l'art de produire pour accumuler des abonnements et l'art de produire pour divertir, et accumuler des abonnements au passage. Pourquoi dites-vous cela ? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cette série va implicitement sauver la pop culture sans que vous le sachiez. Je vais vous expliquer aussi pourquoi son avenir est presque plus prometteur que la série originale. House of the Dragon est une série diffusée pour la première fois le 21 août 2022 en une saison de 10 épisodes. Le projet consiste à adapter la seconde partie du livre Feu et Sang de George R.R. Martin, situé après les origines de la création du Trône de Fer, basé sur la guerre la plus meurtrière de Westeros nommée la Danse des Dragons. Nous suivons d'un côté la famille Targaryen qui, pour la première fois depuis longtemps, se verra divisée suite à une querelle entre plusieurs maisons qui se disputent le trône, profitant de la faiblesse du roi Viserys, premier du nom. Sans progéniture mâle, il accorde l'héritage à sa propre fille, la sentant plus responsable face aux autres puissances qui convoitent le pouvoir. Et de l'autre, nous avons la maison Velaryon, encore une branche valyrienne en voie d'extinction qui contribuera à cette tension interne. Bastards ! La particularité de cette histoire tournera autour de la possession des dragons, vue de nos yeux comme une arme nucléaire. C'est ce qui rend les Targaryens si dominants, mais pour combien de temps ? Tous les gens qui ont suivi ma série de vidéos sur le sujet accessibles sur ces playlists savent probablement que j'étais plus que sceptique et prêt à affronter une nouvelle déconstruction d'une fiction culte. Et il faut dire qu'HBO ne nous avait pas aidé à nous rassurer, entre la déception de la saison finale et l'annonce d'une série spin-off, comme s'ils ne pouvaient pas accepter le fait que toutes les bonnes choses devaient prendre fin un jour ou l'autre, en y ajoutant une polémique sur le swap color invraisemblable des Valyriens, dont je vous ai déjà parlé en détail dans cette vidéo que je vous invite fortement à regarder, sans oublier les petits tips féministes pour matcher au mouvement moderne. Et tout ceci se voyait déjà dès le premier épisode, bien qu'il apporte une certaine assurance dans sa maîtrise globale pour un pilote, parce que oui, on ne va pas se voiler la face, House of the Dragon est une série clairement progressiste. Bien qu'elle soit plus subtile que les autres, elle parvient malgré tout à cocher toutes les cases que réclament les producteurs pour renvoyer une belle image de leur enseigne. Pourtant, il ne suffit que de 2 épisodes pour se rendre compte que celle-ci est l'exemple parfait de comment ne pas tomber dans la caricature, comme The Last of Us. Oui, désolé, je suis fatigant avec celle-ci, qui s'est senti le besoin de pousser le bouchon bien plus loin que son matériau de base, et le tout sur HBO. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. House of the Dragon va prendre un chemin bien différent. Par exemple, certaines personnes chipotent en disant que le discours féministe n'est là que pour faire plaisir à l'ESG moderne, et je suis d'ailleurs moi-même tombé dans le piège lors de ma toute première review, au point de devenir la caricature de moi-même, comme bien souvent sur ma chaîne. Je ne suis pas très fan de ce personnage justement de Rhaenyra, pour l'instant en tout cas. Encore une fois, c'est vraiment l'archétype de la princesse en manque d'action qui a été déjà fait
et refait des dizaines de fois, et ça me fatigue un peu de voir à nouveau la même histoire se répéter, sans parler du discours anti-patriarcat vraiment pas très subtil. D'autant que ce système s'inspire de celui du Moyen-Âge, mais vous savez qu'à cette époque-là, les femmes ne se posaient pas ce genre de questions. Les femmes ne voulaient pas se rebeller puisqu'elles étaient justement nées avec ça en tête. C'est vrai. D'autant que je pense qu'on a bien compris qu'entre Rhaenyra et Alicent, il se passe quelque chose d'au-delà de la simple amitié. Non. Et j'ai l'impression qu'on essaie doucement de nous glisser sur la piste de vont-elles réussir à autoriser le mariage lesbien et devenir reine ? C'est vrai quoi, combien de fictions nous rabâchent le même discours en tant que femme? Je trouve ça injuste de devoir rester chez moi à épouser un homme que je n'aime pas et risquer ma vie à mettre au monde un enfant. Pendant que les hommes se font brûler et découper en morceaux à la guerre, quelle bande de chanceux! Mais là où la série devient intelligente et vraiment différente des autres, c'est qu'elle expose une scène de césarienne en parallèle d'un tournoi de joute extrêmement brutal que subissent les hommes. House of Dragon nous montre également que les princes n'ont eux aussi pas tous envie d'épouser les inconnus, tout comme Laenor Velaryon qui n'aime visiblement pas les femmes, en parallèle de Daemon qui n'a jamais demandé à être marié à Rhea Royce, ou même le roi Viserys lui-même, dont la pression sociale le pousse à se marier avec une enfant de 12 ans. I came here to hunt. Not to be suffocated by all this fucking politicking. En fait, ces traditions liées aux mœurs actuelles nous montrent qu'aucun des deux sexes n'en repart gagnant. Et ça pourrait même se voir comme une critique de notre époque moderne qui nous pousse à adopter des comportements liés aux mœurs pour plaire à certains lobbies. Et pendant ce temps, voyant l'enjeu de la danse des dragons monter, Rhaenyra va, une fois mère et responsable, mettre ses bagages de côté sur ses convictions féministes de jeunesse qui paraissent bien loin quand un serment prononcé par son père, un homme, fut noirci dans le sang et la trahison. En vérité, ce spin-off ne cherche qu'à se rapprocher du propos du livre, tout comme la série The Witcher de Netflix aurait dû le faire. Bien que cette plateforme soit la première à se jeter sur les thématiques féministes, ils sont si pressés de respecter le test de Bechdel qu'ils zappent complètement l'émancipation féminine de Ciri pourtant bien présente dans le roman. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais la comparaison avec Les Anneaux de Pouvoir, ou même The Witcher de Netflix, est primordiale comme contre-exemple à toute la médiocrité qu'on nous sert dans la fantasy depuis bien trop longtemps. House of Dragon adapte un livre censé représenter des archives de Westeros desquelles certains témoins donnent chacun leur version des faits sur la guerre de la danse des dragons. Si le résultat est aussi bon, ce n'est pas seulement pour sa fidélité au livre, c'est surtout pour sa créativité dans son adaptation consistant à trancher parmi les différents témoignages, et sa manière de narrer une histoire qui comprend tous les éléments narratifs dont a besoin une saison pour tenir le public en haleine du début à la fin. En bref, on est clairement sur ce qu'HBO sait faire de mieux. Si tu n'as pas vu Game of Thrones, tu trouveras quand même ton compte sur ce spin-off. Et ça, c'est une vérité que personne ne peut retirer. Les Anneaux de Pouvoir a fait l'exact inverse. Ils ont d'abord réfléchi au twist qu'ils allaient placer, puis quel fanservice par rapport à la trilogie originale ils allaient pouvoir poser à tel moment pour répondre aux exigences de la plateforme pour faire joli dans la bande-annonce. Au point où le seul argument valable qu'ils ont trouvé pour placer un Balrog dans le trailer était de le faire réveiller avec une feuille. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de chambre. Et là où ça devient encore plus frappant, c'est la saison 3 de The Witcher qui tente de retomber sur ses pattes en proposant quelque chose de beaucoup plus proche du livre. Mais mon dieu ce qu'on s'emmerde. Les Anneaux de Pouvoir est une série qui s'éloigne du livre sans savoir quoi raconter, tandis que la saison 3 de The Witcher se rapproche de l'histoire sans savoir comment la raconter. House of Dragon a tout compris, car elle rejoint fidèlement les points les plus importants du roman, en prenant certes quelques libertés parfois risquées, qui ne sont là que dans le simple but de respecter la trame narrative nécessaire dans l'avancement de son histoire. Par exemple, la bagarre visible lors du mariage de Rhaenyra et Laenor n'existe pas dans les écrits. Il représente en fait un mélange de plusieurs événements qui ont été placés à cet endroit précis pour respecter le format de l'épisode, de façon à donner de la nourriture au public. L'introduction, le développement, la montée en climax, puis la conclusion et la chute. Et tout ceci s'applique également aux personnages. Ils sont bien plus que ce qu'ils représentaient dans l'histoire originale, qui ne faisait que retracer les événements importants de Westeros. La relation entre Rhaenyra et Alicent a été humanisée par exemple. Tout le monde est gris à sa façon, on ignore où se trouve la frontière entre gentil et méchant. Ce procédé tout simple va permettre au spectateur de choisir son camp, les noirs contre les verts, et ça les gens, c'est ce qu'on appelle de la publicité gratuite, car ce développement soigné d'écriture va impliquer les gens sur les réseaux sociaux
pour débattre sur la série post-épisode. Et c'est ainsi que l'audience a fini par monter là où celle des Anneaux de pouvoir redescendait. À ça s'ajoute une forme très mature dans sa réalisation. La créativité ne s'applique pas seulement dans son scénario, mais bien dans sa forme très inspirée de la culture britannique, avec un découpage particulièrement soigné. Les scènes de bataille paraissent confuses justement pour le mettre dans la peau des soldats qui perdent le nord, à ne plus savoir sur qui frapper. Des décors aux costumes, à la musique excellente de Ramin Djawadi, j'ai vraiment l'impression de regarder une fiction de fantasy pour les grands. Pareil avec l'image très délavée et grise qui servira à symboliser la tristesse de la guerre, contrairement aux couleurs de Port-Royal qui deviennent soudainement plus chaudes et vives, dues à la population bien en sécurité. Et je suis prêt à parier que ce ton graphique changera radicalement quand la guerre ira plus loin. Alors oui, tout n'est pas parfait. Oui, les effets spéciaux manquent de finesse sur certains plans. Oui, l'image est indéniablement trop sombre, et dites-vous que ça m'a vraiment handicapé pendant mon revisionnage sur ma télé HD qui m'a demandé de changer des réglages. Oui, la série en fait parfois carrément trop par peur que le public se soit déjà endormi parmi cette masse de dialogue, mais non d'une pipe. Quelle leçon incroyable pour la pop culture de façon globale. Quel fessé! C'est simple, là où Disney s'enfonce dans un engrenage qui ne parvient plus à arrêter, le groupe Warner, qui possède justement HBO, prend exemple de tout ça pour privilégier la qualité à la quantité, en nous sortant de vraies surprises. Au cinéma, par exemple, nous avons eu Wonka qui était une surprise. Nous avons eu également Dune 2 qui était une surprise. Ou même Furiosa, qui était aussi une surprise à laquelle les spectateurs ont refusé sa chance. Et je croise les doigts pour que le prochain DCU de James Gunn soit également, à son tour, une surprise. House of Dragon est ce que j'appelle une transition douce pour la génération du divertissement suivante qui, je l'espère, s'est totalement affranchie des idéaux politiques, commerciaux et purement capitalistes. Le but de cette série est clairement de raconter une bonne histoire à laquelle vient s'ajouter un message politique qui nous remet en question sans que ce dernier prenne la main sur sa narration, de façon à ce qu'on puisse tous l'interpréter à notre manière. Et le fait est que la qualité est souvent récompensée lorsqu'on arrête de prendre son public pour un abruti. En effet, ce spin-off s'avère être l'un des meilleurs scores d'audience de la chaîne HBO, avec un Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique bien méritée. Une belle fessée pour Amazon qui ne baisse pas les bras dans son duel qui continue pour lui en septembre prochain, et mon Dieu ce que j'ai hâte de rire. Même si je place beaucoup d'espoir dans cette série qui me semble primordiale dans la pop culture pour servir d'exemple parmi toutes les autres productions qui procèdent toujours à l'envers, j'en ai pas moins quelques craintes pour la saison 2. Par exemple, le showrunner Miguel Sapochnik quitte la série après la première saison pour laisser Condal tout seul. Ce qui n'est pas très rassurant sachant que la patte Game of Thrones provenait principalement de Sapochnik, qui a déjà travaillé à plusieurs reprises dans la série originale. Bien qu'il ne soit pas non plus à l'origine des meilleurs épisodes de la première saison, rappelons-le. Mais si la saison 2 parvient à tenir ses promesses, il ne fait aucun doute que Game of Thrones House of Dragon, selon moi, sauvera la pop culture. Enfin, j'espère.